Notre deuxième intervenante, les personnes qui sont assidues au programme de Parole d'honneur la connaissent déjà. Elle s'appelle Marlène Rosato. Donc, tu es docteur en relations internationales et chercheuse en sciences politiques, membre de la Boétie et également membre de la rédaction de Contretemps, une revue qu'on vous invite à découvrir si vous ne la connaissez pas. Et également membre du groupe de lecture des lignes anti-impérialistes, pareil, dont on vous recommande de suivre les travaux et les formations qui ont notamment lieu à Paris. Alors, tes travaux, ils portent sur les rapports de force internationaux et sur les dynamiques de l'impérialisme contemporain. Donc, du coup, ce qui est assez logique, on va mettre directement les pieds dans le plat avec ton intervention qui s'appelle « Il faut désaméricaniser la France ». Je pense qu'on est toutes et tous d'accord là-dessus. À toi, Marlène. Bonjour à tous et à toutes et à tous. Merci de l'invitation. Le monde est à un moment de bascule. La victoire de la France insoumise pourrait impulser une révolution non seulement en France, mais aussi à l'échelle mondiale. Parce que les attentes sont immenses, la victoire se prépare en anticipant la défaite. Je m'explique. Avant l'arrivée de la France insoumise sur la scène politique française, les militants dont je fais partie étions plutôt pessimistes à court terme et optimistes à moyen terme ou long terme, parce qu'on résiste toujours, même dans les pires conditions. Et aujourd'hui, c'est l'inverse qui se produit. On est optimiste à court terme et pessimiste à moyen terme. Optimiste, car la France insoumise déstabilise le système en profondeur, à en juger le nombre de balles qu'elle se prend. Mais en même temps, et ça a été dit par Simon avant-hier, la prise du pouvoir, ce n'est pas la fin de l'histoire, mais le début des hostilités. Car prendre l'État ne garantit pas l'application d'un programme de rupture. C'est en réalité tout le contraire. La nature capitaliste et impérialiste de l'État français constitue un obstacle objectif à tout programme de rupture. La preuve en est que la gauche social-démocrate en France, au moins depuis 1945, a toujours trahi. Dans cette université décoloniale, qui réunit des mouvements sociaux qui ne sont pas à la France insoumise, mais qui vont faire campagne avec elle, il s'agit de poser les conditions de la rupture pour préparer la victoire. Des conditions intimement liées à la position matérielle de la France dans le monde et faire pression en demandant des comptes. Ces conditions tiennent essentiellement à la rupture ou à la déconnexion, comme le disait en son temps Samir Amin, de l'ordre occidental, dans une conjoncture qui nous est plus favorable qu'à l'époque de la mondialisation heureuse, celle de la remise en cause de l'hégémonie des États-Unis, initiée par la Chine, la résistance palestinienne libanaise et récemment la victoire de l'Iran. Donc je vais commencer par mon premier point qui s'intitule « Organiser le pessimisme, l'ancrage structurel de la gauche dans l'ordre occidental ». Et je vais prendre 3 exemples qui montrent que la gauche a échoué du fait de son ancrage dans l'ordre occidental. Le premier, c'est la planification de l'économie française au sortir de la Deuxième Guerre mondiale qui, conjuguée aux premières secousses de la décolonisation, aurait pu mener à un développement plus autocentré, correspondant aux besoins du plus grand nombre. Mais au lieu de cela, la grande coalition dirigée par des forces de gauche a fini par accepter le plan Marshall délivré par les États-Unis, l'appui américain à l'empire français déclinant et l'intégration progressive du pays dans la mondialisation chapeautée par les États-Unis. Deuxième exemple, c'est le tournant de la rigueur opéré par Mitterrand au début des années 80 qui accélère l'intégration de la France dans cette mondialisation désormais néolibérale. Et cette trahison peut s'expliquer sur 2 fronts, en commençant par le front interne. Alors que les luttes de décolonisation, le mouvement des non-alignés et le choc pétrolier ont radicalisé le mouvement social en pleine explosion en France, ce dernier n'a pas su profiter de cette force venant du Sud pour déconnecter avec l'ordre occidental. Comme l'a montré l'historien et camarade Matt Myers dans son ouvrage The Halted March, les grèves se sont intensifiées à la fin des années 70, quand elles ont été rejointes par celles des travailleurs non blancs du secteur de l'automobile,
Mais le mouvement social s'est fracturé sur une ligne raciale, ces grèves étant par exemple qualifiées de proxy chiites de la révolution iranienne. Et je laisse à l'appréciation de chacun les éventuels échos avec l'actualité. Autrement dit, il a manqué la Nouvelle-France et surtout tous les acquis de l'antiracisme politique pour provoquer une rupture avec l'État racial intégral, pour reprendre le concept d'Ouria Boutelja. Sur le front externe, Mitterrand n'a pas non plus rompu avec l'ordre occidental, donc le G7, les institutions financières internationales, le système monétaire européen et l'OTAN, en garantissant les engagements de la France pris en leur sein, comme la libre circulation des capitaux, la désindexation des salaires sur l'inflation ou la course à l'armement, en l'occurrence l'installation des missiles Pershing en Europe occidentale, de sorte que le capital étranger et le capital français se sont organisés pour saboter le programme à travers des attaques contre le franc et une grève de l'investissement. Enfin, le dernier exemple, il a été mentionné. Le dernier exemple où il y avait un espoir, c'était bien sûr l'écrasante victoire du référendum grec en 2015 pour refuser les plans d'austérité imposés par l'ordre occidental. La Troïka, donc le FMI, la Banque Centrale Européenne et la Commission Européenne, la France et l'Allemagne qui s'en sont mis plein les poches, et Eric, je pense que tu pourras confirmer, mais aussi les États-Unis et la Fed, donc la Banque Centrale Américaine, en particulier, qui ont sauvé les banques européennes. Et malgré la forte légitimité populaire dont bénéficiait Tsipras, il a continué à négocier avec la Troïka et il a refusé de sortir de l'euro, pendant que la Banque Centrale Européenne en profitait pour verrouiller l'approvisionnement en liquidités des banques, entraînant une paralysie totale du pays. En résumé, à travers ces trois exemples, on voit bien que c'est l'intégration de la gauche, qu'elle soit d'ailleurs syndicale ou politique, dans l'ordre occidental qui a fait échouer toutes les tentatives de rupture. J'en viens à mon deuxième point, organiser le pessimisme, l'ambiguïté de la France insoumise par rapport à la mondialisation. À partir du constat de l'échec historique de la gauche, on peut évaluer le programme de la France insoumise au regard d'un seul critère qui se suffit à lui-même, la rupture avec l'ordre occidental, en ayant bien conscience qu'on n'est plus dans les années 70-80, que la France est pleinement intégrée à la mondialisation et qu'il n'existe plus à proprement parler de bourgeoisie nationale indépendante du capital américain. Et sur ce point, on a de quoi être optimiste. Le programme de la France insoumise exclut de son bloc social le capital transnational. Elle prévoit une stratégie de développement autocentrée qui repose sur une alliance entre les classes populaires blanches et non blanches et le patronat le moins dépendant des États-Unis, donc essentiellement les PME. Elle prévoit une nationalisation des secteurs les plus stratégiques de l'économie qui sont aujourd'hui sous l'influence des États-Unis et notamment les banques. Également une limitation des investissements directs à l'étranger, tout en recouvrant une marge de manœuvre politique en prévoyant la sortie du commandement intégré de l'OTAN. Sur le front externe, pour appliquer son programme, tout en résistant aux futures sanctions des États-Unis, elle prévoit une coopération avec les États les moins dépendants des États-Unis. Donc avec la Chine, pour mettre en échec le capital fossile et impulser la planification écologique, avec la Russie, pour mettre fin à la guerre avec l'Ukraine, tout en apportant son soutien aux déserteurs ukrainiens et russes. Évidemment, la Palestine, l'épine dans le pied de l'impérialisme, qui reste la boussole. On a donc bien affaire à un programme de rupture avec l'ordre occidental qui, en affaiblissant la chaîne impérialiste principale, réouvre un espace pour la gauche au nord comme au sud et maximise les possibilités de coopération en dehors de l'ordre occidental. Là où le bât blesse, c'est le recul du mouvement sur la question de l'Union européenne, en ce qu'elle incarne justement cet ordre occidental, parfois mieux que les États-Unis eux-mêmes, notamment lorsqu'ils sont affaiblis. Et le point sur lequel je veux insister, c'est qu'il ne s'agit pas d'une incompatibilité technique entre le programme de la France insoumise et l'Union européenne, mais bien une incompatibilité de projets politiques et des forces sociales qui les sous-tendent,
dimension politique qui me semble peut-être un peu sous-estimée. En effet, d'un point de vue de la rationalité économique, et ça a été un peu dit tout à l'heure, mais de façon différente, on peut tout à fait défendre l'idée qu'en redistribuant et en relançant l'économie, le programme de la France insoumise est effectivement plus efficace pour rembourser la dette que les plans d'austérité néolibéraux qui sont en échec, comme tu l'as dit, Cédric. Et donc, si c'est faisable économiquement, pourquoi devrait-on confronter les institutions européennes et en sortir? Déjà, parce que rester dans l'Union européenne, pour un pays du centre comme la France, c'est profiter de l'euro et de la sous-évaluation de ses exportations par rapport aux pays périphériques, qui lui reversent en moyenne une subvention de l'ordre de 5% de leur PIB. Plus généralement, c'est adhérer au projet de mondialisation armée que l'Union européenne, en tant que proxy des États-Unis, défend vigoureusement, quand LFI prétend au contraire à une déconnexion de la France de cette mondialisation du capital qui colonise, entre guillemets, la France et dépossède les classes populaires de leur souveraineté économique et politique. Enfin, dernier point sur l'Europe, on a du mal à imaginer comment LFI va utiliser l'argument de la puissance de l'économie française comme tactique pour faire pression sur les institutions européennes, quand on sait que cette position de force est due aux multinationales qui profitent de l'euro et de la mondialisation et donc qui n'ont absolument aucun intérêt à exercer de pression sur l'Union européenne, quand, dans le même temps, LFI est clairement en confrontation avec cette fraction du patronat en interne. Au contraire, il faut bien se dire que la grande bourgeoisie est anti-France, qu'elle va préférer s'allier avec l'Union européenne et les États-Unis, qui lui ouvrent des marchés dans les pays du Sud et gonfle son patrimoine, dans une situation où elle est trop faible pour aspirer à mieux, qu'un retour au marché national, voire un contrôle de l'État sur ses profits. J'en arrive à mon troisième point, préparer la victoire, poser des conditions, la désoccidentalisation de la France. Préparer la victoire, ça veut dire empêcher les techniques de sabotage de cette bourgeoisie anti-France, comme une grève de l'investissement, le rapatriement des capitaux à l'étranger, les attaques des marchés sur la dette française, le verrouillage des liquidités de la Banque centrale européenne. Préparer la victoire, ça veut dire saboter le capital transnational avant qu'il sabote le programme, en promenant des mesures fortes le jour d'après la victoire. Le contrôle des capitaux, du circuit du trésor et de la monnaie, c'est-à-dire sortir de l'euro. Refuser toute négociation avec les institutions occidentales et les États-Unis pour les mettre en échec. Pour ce faire, il faut bien entendu reprendre le contrôle de l'État. Cet État qui est devenu le parti de la bourgeoisie transatlantique depuis les années 80, comme l'a bien montré Nikos Poulantzas. Et il ne faut pas se mentir, si la France insoumise plaît dans certains secteurs de l'administration, donc en l'occurrence ceux de la main gauche de l'État, qui sont en réalité les moins écoutés dans l'appareil, il va falloir substituer les cadres dans les ministères les plus hostiles, ceux qui sont les plus stratégiques. Bercy, qui est biberonné au capital transnational, la police, qui est biberonnée au RN, et l'armée, qui est biberonnée à l'OTAN. Mais aussi faire attention à des institutions qui, aujourd'hui, sont peu visibles, mais qui pourraient être un refuge de la bourgeoisie réactionnaire, par exemple le Conseil constitutionnel ou le Conseil d'État, comme ce fut le cas lors du coup d'État contre Salvador Allende au Chili. Dans la création de ce nouvel appareil d'État, il faudra bien sûr engager une démocratisation profonde en y associant le mouvement social, afin d'appuyer la rupture avec la plus forte légitimité populaire possible, comme cela a été développé dans les autres ateliers de l'université. Sur le front externe, la désoccidentalisation ne tient pas seulement à la désaméricanisation de la France, même si c'en est la première étape, correspondant à la contradiction principale. Il faut éviter qu'une bourgeoisie néocoloniale ne renaisse sous la forme d'un nouveau centre impérialiste, car, pour reprendre Marx, il existe une tendance inhérente au concept même de capital à créer un marché mondial.
ce qui implique d'envisager d'autres relations avec le Sud, moins inégales et exploiteuses, par exemple en mettant fin au franc CFA, en négociant directement, c'est-à-dire sans passer par les institutions financières internationales, avec les pays du Sud, les flux d'échanges, en taxant fortement les productions de la périphérie issues des filiales étrangères qui détruisent la terre et le coût de la vie des paysans français, puis en reversant le tout dans un fonds pour reconstruire l'indépendance alimentaire et technologique de la périphérie. Autant de propositions qui signifient qu'une déconnexion de la France de l'Occident ne pourra se faire sans une certaine décroissance au Nord. Donc, voici les conditions matérielles de la création d'une nouvelle France désoccidentalisée qui seule peut relancer la lutte des classes à l'échelle mondiale pour faire advenir ce Français nouveau. Pour conclure, Samir Amin disait que, je cite, « La déconnexion est une condition nécessaire de toute avancée socialiste dans le Nord comme dans le Sud ». Mao s'interrogeait, un communiste qui est internationaliste peut-il être en même temps patriote? Nous estimons que non seulement il peut, mais il doit l'être. Mélenchon, aujourd'hui, affirme que les gringos ne font pas la loi chez nous. Souhaitons-lui la victoire et bonne campagne à tous.